Alors bonjour à tous et à toutes et merci pour cette invitation et je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour ces quelques instants pour vous faire part de notre expérience à l'Institut de Yoga Thérapie. Alors tout d'abord, l'aventure débute lorsque j'ai 14-15 ans puisque je suis passionné de yoga, je vais pratiquer le yoga et les rencontres font que progressivement on a envie de devenir médecin pour en connaître un petit peu plus et approfondir ces connaissances vers lesquelles le yoga nous amène tout naturellement, puisque l'intérêt du yoga, c'est que ça concerne le corps, mais aussi la dimension cognitive, intellectuelle, émotionnelle et bien sûr spirituelle, le sens de notre vie. Alors tout ça, ça m'a conduit à suivre des études de médecine et à m'intéresser aux différents domaines, alimentation, santé, nutrition, mais aussi psychothérapie. Et de fil en aiguille, en 1987, nous créons l'Association Médecine et Yoga et en 1993, l'Institut de Yoga Thérapie qui se propose de former des professionnels de la santé et aussi des professeurs de yoga au domaine de l'application du yoga à la santé. Et là aussi, année après année, puisque vous voyez maintenant, entre 93 et 2025, quelques dizaines d'années sont écoulées, eh bien nous avons formé plus de 800 à 1000 yoga thérapeutes qui ont pour mission d'accompagner des patients qui souffrent et qui veulent aller vers un mieux-être, l'objectif étant toujours celui de yoga, à savoir développer la sérénité. Et pour cela, nous utilisons les outils du yoga, bien sûr, posture, respiration, relaxation, méditation, mais aussi bien d'autres outils qui ne sont pas toujours connus, comme les nettoyages, mais aussi, avec cela, cette yoga thérapie s'est associée aux thérapies cognitivo-comportementales, avec des bilans, des introspections, ce qui en fait un outil très très riche d'accompagnement à travers des pathologies multiples et variées, que ce soit l'accompagnement dans un cancer, que ce soit la guérison dans une attaque de panique, ou que ce soit des troubles digestifs ou cardiovasculaires, etc. Et puis tout ça, ça s'appuie sur un réseau extrêmement important, un réseau qui est structuré, fort de yoga thérapeutes à travers toute la France, mais pas seulement à l'international, en tout cas tous ceux qui parlent le français, et vous en trouvez également en Australie, aux États-Unis, en Asie, bref. Nous avons effectivement des personnes sur qui nous pouvons compter et vers qui nous pouvons orienter nos patients pour un accompagnement, et là qui se pose vraiment comme un accompagnement intégratif puisque nous sommes en complément des techniques conventionnelles. Et nous avons toute notre place à côté des kinés, des ergothérapeutes, des psychothérapeutes, des médecins, des chirurgiens, des dentistes, etc., des orthophonistes, et encore toutes les personnes qui interviennent dans ce réseau de soins très complexe et très complet que nous avons. Mais il manquait cette dimension de la sérénité, d'accompagner un patient pour qu'il vive au mieux son trouble, et voire même le faire disparaître, mais aussi mieux supporter ses traitements, son intervention chirurgicale. Des yoga thérapeutes interviennent en hôpital, interviennent dans des cliniques, interviennent dans des institutions. Tous ces yoga thérapeutes, eh bien, vous pouvez les retrouver sur notre site, sur notre annuaire, le site de l'Institut de Yoga Thérapie, idyt.com, institutyogathérapie.com. Voilà, nous espérons que nous vous aurons donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ce site. Vous aurez également d'autres informations. Nous vous invitons à les regarder, les observer et nous nous tenons à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus pour cette approche globale, complète, holistique et qui, là, pour le coup, permet aux patients également de se prendre par la main, d'être actif, comme on le dit, d'être actif dans sa santé et de développer tous les aspects d'une approche non médicamenteuse. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et encore une fois, bon déroulement à travers ce congrès. Donc avant d'aborder la yoga thérapie, je vais donner quelques éléments concernant le yoga. Donc le yoga est une pratique qui remonte à environ 5000 ans, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Et au départ, il s'agissait davantage d'une méditation en fait. Et peu à peu, au fil des siècles, c'est devenu une pratique corporelle, notamment
c'est parti d'une petite communauté qui s'appelait les Nats, qui vivaient en pleine nature et qui se sont mis à observer un petit peu les éléments de la nature, le ciel, les astres, les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains. Et de là sont nées les postures de yoga. Donc c'est pour ça que la plupart des noms des postures de yoga ont des noms d'animaux, par exemple la posture du cobra, la posture de la sauterelle, etc. Des noms divins aussi, par exemple la posture d'Hanuman, qui est un dieu. Des noms de végétaux, par exemple la posture de l'arbre, etc. Donc actuellement, c'est vrai que il y a une évolution de la pratique du yoga et on a tendance à maintenant considérer le yoga comme une simple pratique physique, un assouplissement, une succession de postures pour être en forme, mais malheureusement, parfois, il n'y a plus grand-chose derrière. Alors qu'au départ, c'est une philosophie de vie, c'est une pratique vivante. Et donc, il y a des balises, en quelque sorte, qui permettent à l'être humain de devenir un être complet, entier. Et donc, ça passe par le corps. Nous sommes un tout, en fait. Nous ne sommes pas qu'un mental, qu'un psychisme, qu'un corps, qu'une respiration. Et d'ailleurs, le mot yoga veut dire union du corps, du souffle et du mental. Alors la plupart du temps, parce qu'il y a des yogas aussi, il y a des yogas, par exemple le Raja Yoga, qui est un yoga uniquement philosophique. Et la plupart du temps, ce que l'on pratique en Occident, c'est le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, qui est l'union en fait du positif et du négatif. Nous sommes tous mus d'énergie positive et énergie négative, masculine, féminine, le soleil, la lune. Et donc, ça permet, en pratiquant une séance de yoga, de rééquilibrer les énergies dans le corps, de rééquilibrer également cerveau gauche, cerveau droit. Et le principe, c'est de se sentir bien dans son corps, je simplifie les choses, et comme on dit, bien dans sa tête. Et donc, se sentir bien, ça passe aussi se sentir bien dans son corps. Et donc, c'est un fait, le fait de pratiquer cette succession de postures de yoga axée sur un contrôle de la respiration va peu à peu modifier ce qu'on appelle notre ambiance intérieure. Donc, généralement, il y a un ralentissement des pensées, des ruminations, en vue donc d'éprouver simplement un certain bien-être, un calme intérieur. Et du coup, ça rejoint ce yoga du départ, la méditation. Donc, à la base, il y a deux livres essentiels dans la pratique du yoga. Il y a les Yoga Sutras de Patanjali et la Hatha Yoga Pradipika. Donc, en ce qui concerne les Yoga Sutras de Patanjali, on parle des 8 membres. Je ne sais pas si je dois vous les nommer en sanskrit. Donc, il y a 8 étapes, Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Donc, Yama et Niyama sont des règles de vie universelles, des balises en quelque sorte, comment se comporter dans son quotidien avec autrui et également avec soi-même. Donc, il est notamment la notion la plus connue, c'est la non-violence. Ça, la non-violence envers soi, envers son corps, et également la non-violence envers les autres. Puisque dans ces textes, on parle que le corps est le temple, en fait, le temple de l'âme. C'est-à-dire que si on veut cheminer et évoluer dans la vie, il est important de prendre soin de son corps pour évoluer et devenir, comme je disais tout à l'heure,
un être humain complet et équilibré. Alors maintenant, pour faire un pont entre le yoga et la yoga-thérapie, comme j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on pratique le yoga, c'est généralement en cours collectif, et donc il n'est pas possible de prendre chaque cas individuel. Et l'intérêt de la yoga-thérapie, c'est d'utiliser certains outils du yoga, et notamment toutes ces techniques respiratoires, de façon à ce que la personne souffrant de différents maux déjà soit un peu plus actrice de sa santé et également soit à même de mieux gérer ses émotions, de mieux gérer ses douleurs, puisque les émotions, les douleurs sont ressenties plus ou moins en fonction de notre ambiance intérieure, de notre état, hein, c'est-à-dire que plus on est anxieux, plus on est stressé, plus cette sensation de douleur est intensifiée en fait. Donc la yoga thérapie, en quelque part, est une thérapie complémentaire qui vient compléter tous les soins qu'un patient peut avoir en milieu hospitalier, par exemple. Donc nous sommes tous complémentaires, autant le psychologue que le kinésithérapeute, que l'ergothérapeute, évidemment le médecin à la base. Et donc ça permet aussi d'accepter l'hospitalisation, ce qui n'est pas toujours évident, puisque ne serait-ce qu'une hospitalisation génère de toute façon un grand stress. C'est ce que j'ai constaté, puisque je l'ai pas dit tout à l'heure, j'étais un peu perturbée avec tout. Mais j'interviens en tant que yoga thérapeute à la clinique Bellefontaine de Nancy depuis 5 ans. Et donc ça me permet d'avoir du recul par rapport au ressenti des patients. Et ce que j'ai constaté, c'est que tous ressentaient une certaine anxiété, un stress, avaient des difficultés à accepter aussi leur maladie. Donc ce sont des moyens qui sont validés expérimentalement, cliniquement, par des études de plus en plus nombreuses. Donc en 2023, il y avait déjà 841 études. Il y a donc par le biais de l'IDIT, de l'Institut de Yoga Thérapie, il y a à peu près actuellement, je dirais une cinquantaine de nouveaux diplômés de l'Institut de Yoga Thérapie, n'est-ce pas? Donc tu fais partie. Voilà. Et donc ça m'a permis, parce que depuis plusieurs années, je préside aussi les soutenances de yoga thérapie, ça m'a permis de me rendre compte que la yoga thérapie était vraiment très très efficace dans toutes les pathologies et même j'ai découvert des pathologies, que je ne soupçonnais pas. Et la plupart du temps, les résultats sont vraiment formidables. Ça marche et ça marche très rapidement. Donc, en quoi consiste la yoga thérapie? Ben déjà, en un bilan. Donc, il y a des échelles qui ont été mises en place par le docteur Lionel Coudron. Donc, l'échelle des sensations corporelles de 0 à 10, l'échelle des cognitions positives de 1 à 7 et l'échelle des sensations émotionnelles. De par un questionnement, aussi une observation, on fait aussi un bilan par rapport à l'état physique, donc à l'autonomie physique. On questionne, êtes-vous douloureux? Est-ce que vous dormez bien? Êtes-vous fatigué?
Et tout ça avec ces échelles. Est-ce que vous avez des problèmes digestifs? On demande aux patients de lever les bras, par exemple, de les écarter, de se pencher en avant, de s'étirer, voir un petit peu leurs possibilités. Et à partir de là, c'est vraiment une séance à la carte, en fait. On est individuel. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fonctionne si bien. Donc, vous voyez le petit schéma. On voit sur ce schéma où se situe, par exemple, la colère. C'est rouge ici, donc quelqu'un qui est en colère, ça bouillonne. Voilà, poitrine, gorge. Quelqu'un qui est triste, il va avoir tendance à avoir la tête qui tombe, les épaules également, le dos qui s'enroule. Et donc, à partir de tous ces questionnements, ça fait prendre aussi conscience aux patients de son ressenti, parce que la plupart du temps, je me suis rendu compte que rares étaient les gens qui se posaient la question comment je me sens finalement. Par exemple, est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens serein? Qui se les posait cette question finalement? On se la pose pas souvent. Et le fait d'encourager le patient à se poser cette question, et ben ça lui permet de prendre conscience de son état intérieur et ensuite d'agir en fait. Alors, en ce qui concerne la pratique, donc là, on voit d'ailleurs un collègue qui intervient dans une clinique dans la région parisienne, Nicolas. Donc, il y a des postures, mais nous prenons du yoga vraiment que des postures très simples et que le patient peut faire. D'où tout ce questionnement en amont. Des respirations, puisque là, on reprend vraiment les respirations du yoga. Le yoga est complètement axé sur les techniques respiratoires. On l'a tous constaté, quand on est en colère, par exemple, il y a une modification du souffle, quand on a peur également. Et le fait de pratiquer et de pratiquer toutes ces techniques respiratoires, va permettre de se libérer de ses émotions, de mieux les gérer, de sentir mieux, etc. Et je dirais, en une dizaine de respirations, déjà, quand on interroge la personne, elle se sent différente. Donc, il y a des méditations avec des visualisations, des méditations d'observation. Ça rejoint un petit peu les méditations de pleine conscience, de décentration. Donc, c'est-à-dire que les yeux fermés, on prend ce qu'on appelle la position de l'observateur, du témoin, par rapport à l'activité mentale. Les pensées, à quoi je pense, qu'est-ce que je ressens, etc. Mais en restant en retrait. Alors donc, le plus simple possible, ça se pratique ou bien au lit du patient, donc en position allongée, ou bien assis sur son fauteuil dans les chambres. Il y a à chaque fois une chaise, un fauteuil. Et donc, on adapte des étirements, des postures, des respirations. Alors, il est évidemment important d'avoir l'adhésion, le consentement du patient et d'expliquer l'objectif de la pratique personnelle. Donc déjà, une fois que le patient consent à ça et est enthousiaste, bon, en général, là où j'interviens, ce sont les médecins de la clinique qui font des prescriptions. Donc j'interviens sur prescription et la plupart ont déjà parlé aux patients de la yoga thérapie et leur ont demandé voilà, s'ils étaient intéressés, etc. Et donc après, on demande quel est l'objectif personnel de la personne. Qu'est-ce qu'elle attend de la yoga thérapie? Est-ce que c'est un mieux-être? Est-ce que c'est retrouver plus rapidement son autonomie? Ou, voilà, les objectifs sont très variés. Donc là, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ça permet de développer la conscience du patient, de lui permettre de prendre du recul,
Donc par ces évaluations émotionnelles, sensations corporelles et cognition positive. Donc là, je pense que vous les connaissez, hein, les émotions de base, colère, joie, dégoût, tristesse, peur, stupeur. Et c'est très intéressant parce que il suffit de poser la question en fait au patient, comment vous sentez-vous? Par exemple, à dire je me sens triste. Et là, la question suivante est où est-ce que vous situez cette tristesse dans le corps? Ou cette colère? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez une boule à la gorge, une sensation d'oppression, mal au ventre? Est-ce que vous avez les mâchoires serrées? Et donc, la personne répond aisément. Et donc là, la question, eh bien justement, cette sensation dans le corps, sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous cette échelle? Cette sensation d'oppression, 0, 0 oppression, 10 un maximum, où en êtes-vous? On fait quelques exercices et après, on repose la question. Où en êtes-vous? Et c'est magique. L'échelle n'est plus la même, en fait, en positif. Hein. Donc non seulement le patient prend conscience de ça, que ça marche, hein, et évidemment le thérapeute également. Donc il est question également de pensée irrationnelle, qui est fausse à l'instant, hein, la plupart du temps, mais qui a pu être vraie lors de son ancrage. Donc il s'agit d'une croyance fausse qui va nourrir les pensées, les émotions et les actes. Bon, là, bon, il y a des exemples, hein, je vais mourir ou je ne vais pas guérir, j'ai mon corps tout pourri. Il y a souvent des patients qui ont vraiment un sentiment de dévalorisation. On ne va plus m'aimer. Bon, ce que j'entends souvent aussi, c'est que je suis tombée, donc maintenant j'ai peur de rentrer à la maison, je vais tomber à chaque fois, etc. Donc là, on propose des postures de yoga qui redonnent de la confiance, en fait, des postures de redressement, puisque, comme j'évoquais tout à l'heure, quand on est triste ou qu'on ne se sent pas sûr de soi, il y a en général une position du dos qui est toute ronde, voilà, la tête dans les épaules. Et là, le fait simplement de faire des positions qui redressent, qui étirent la colonne vertébrale, qui ouvrent la poitrine, tout de suite, la personne reprend confiance en elle. Et ça fait aussi effet miroir. Hein, les personnes en face aussi se disent, bah tiens, ça c'est une personne qui est bien ancrée, qui est sûre d'elle, qui est bien dans sa peau. Donc les évaluations des cognitions positives, le danger, des personnes qui se sentent en insécurité, qui sont impuissants par rapport à leur maladie aussi notamment, qui se sentent seuls, qui culpabilisent. Pourquoi je suis tombée malade ou pourquoi je me suis cassé la jambe alors qu'il y a mon mari tout seul à la maison qui a besoin de moi, etc. Donc avec ces petites questions hein, sur le ressenti des personnes, ben, ça permet de situer la personne, voir où elle en est, et à partir de là, eh bien, on propose des exercices. Les exercices vont venir bientôt, vous allez les voir. Alors, par rapport à cette mauvais sentiment de soi, cette dévalorisation, eh bien, on va justement amener l'inverse, hein, évidemment. On va amener le sentiment de sécurité. Je suis confiant dans la vie. Je suis capable de lâcher prise.
Et si je lâche prise, si je lâche le corps, si je suis pas tout le temps sous le contrôle, bah, finalement, tout va bien. Il se passe rien de dramatique. Je suis accompagnée, donc toujours, en fait, il y a énormément de dialogue avec la personne. Êtes-vous entouré, vivez-vous seul, enfin, etc. Mais il y a toujours évidemment quelqu'un qui est proche. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et puis, bah, le sentiment de valeur, hein, il y a énormément de personnes qui se dévalorisent, en fait, qui se disent je vaux rien, j'ai pas de valeur. Et là, bon, peu à peu, on introduit des pensées positives. Je suis quelqu'un de bien, je suis fière de moi, j'ai réussi quelque chose. Ah oui, qu'avez-vous réussi de bien dans votre vie? Bah, j'ai réussi la dernière fois, j'ai réussi mon examen ou voilà, j'ai fait du sport qui vraiment m'a fait du bien. J'ai réussi à faire ce que je faisais pas avant. Donc maintenant, nous allons aborder les postures de base. Nous nous sommes rendus compte que finalement, surtout en hospitalisation, il n'était pas possible de faire des postures de yoga. Il n'y avait pas assez d'espace et puis souvent les personnes n'en avaient pas la capacité, hein. Donc il y a vraiment quelques exercices qui reviennent chaque fois et qui marchent pour tout le monde. Axé là encore sur la respiration. Axé sur la respiration. Là encore, je me suis rendu compte que la plupart des gens ne savaient pas respirer, tout simplement. Déjà, à part les personnes qui ont des BPC ou des problèmes respiratoires, là, évidemment, elles sont obligées de prendre conscience qu'elles respirent et qu'il y a un problème, hein, quand elles ont des problèmes respiratoires. Mais sinon, quand tout va bien à ce niveau-là, personne ne fait attention la plupart du temps à son souffle, à sa respiration, alors que c'est aussi important que boire, manger, dormir. Donc déjà, il y a tout un travail sur la respiration à faire, la respiration très simple, hein. Inspirer, expirer par le nez, c'est la respiration physiologique qu'on utilise, puisque nous sommes conçus pour respirer par le nez. Donc un temps d'inspiration, une retenue du souffle, un temps d'expiration, une retenue du souffle à vide. Rien que ça apparaît simple, mais c'est pas simple du tout, hein, pour tout le monde. Et donc, effectivement, expliquer, mais pourquoi alors vous nous dites qu'il ne faut pas respirer par la bouche? Donc pourquoi? Bah parce que le fait de respirer par le nez, déjà, ça a une action sur le système parasympathique qui va ralentir les fonctions, calmer le mental, ralentir les pensées et même agir sur les battements cardiaques. Le fait de respirer lentement, finement par le nez, ça ralentit les battements cardiaques, ça apaise le physique et le mental, tout simplement, et ça évite aussi d'absorber tout ce qu'il y a dans l'air. Par exemple, en plein hiver, si on respire par la bouche, on prend tout l'air froid dans les poumons. Les personnes qui ont là encore des problèmes respiratoires, c'est une catastrophe. Et respirer par le nez, ça permet de filtrer, hein, l'air qu'on respire. Donc il y a tout ce travail sur la respiration, et ensuite il y a synchronisation, geste, souffle. Essentiellement, il y a ce mouvement aile d'oiseau, qui consiste, vous voulez faire avec moi? Oui? Voilà. Donc il s'agit d'inspirer en écartant les bras, suspendre le souffle durant quelques secondes et d'expirer lentement par le nez en joignant les mains. Alors, ce qu'on explique toujours, parce que là, c'est pas une prière, hein, j'explique que souvent, les gens qui font des conférences, d'ailleurs, souvent pour se recentrer, hein, il y a ce geste-là, même les hommes politiques, voilà. Donc, ça permet de se centrer. Donc, inspire, on écarte les bras. Et là, il y a quelque chose qui vous préoccupe, dont vous voulez vous débarrasser, vous y pensez. Lorsque vous expirez, vous dites, voilà, j'évacue tout ça, je m'en libère. Voilà, faire plusieurs fois, encore une fois ou deux. Concentrer.
Ouvrir la poitrine. Dernière fois, ça occasionne une toux. Au docteur Paille, vous ne faites pas. Vous voulez pas expérimenter. Voilà, donc ça, c'est aile d'oiseau. Ensuite, donc, il y a les postures de redressement, le dos étiré, donc le pied étiré, la poitrine ouverte, et les postures de fermeture. Hein, on peut également avoir par la suite se pencher en avant. Des postures de fermeture qui redonnent confiance en soi. Les personnes qui sont pas bien, ça permet de rentrer un peu en soi, donc des flexions avant, même sur chaise, on peut se mettre comme ça, comme ça. Et simplement respirer tranquillement, être en soi. Et là, donc, c'est la pendiculation. Je propose d'en faire une. Donc, la pendiculation, c'est un étirement des bras, du dos, avec contraction de la musculature des bras, du dos, en retenue du souffle, le temps qui nous est possible, bien sûr, hein, on ne force jamais, et qui va normalement amener le bâillement. Et donc, c'est très intéressant parce que le bâillement libère le diaphragme et permet de mieux respirer, d'évacuer les tensions. Donc, ça élimine les tensions corporelles, ça renforce le système sympathique et parasympathique. Donc, cette pendiculation, ben, on peut la faire debout, assis ou même allongé hein, sur son lit. Il y a des personnes qui ne bâillent jamais, par exemple. C'est intéressant de les encourager parce que c'est vraiment libérateur. Je vous propose de faire une petite pendiculation. Oui. Inspiration. Vous étirez le dos, vous fermez les poings, vous ouvrez grand la bouche et vous retenez le souffle. Et vous lâchez. Très bien. Encore une ou deux fois. Inspire. Donc, il est important d'étirer son dos. Secouer les épaules, faire un petit roulement d'épaule d'un côté, de l'autre. Alors, les personnes qui ont des problèmes d'épaule, qui ne peuvent pas lever les bras, il y a toujours moyen de les écarter, hein, ou même de les mettre plus bas. Ce qui est important, c'est d'étirer le dos et de contracter. Hein, serrer les poings, contracter la musculature et lâcher. Ça marche bien, oui. Et ensuite, donc, observez. Observez ce qui se passe. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Dans les épaules, dans le dos? Comment je me sens? Donc, échelle des sensations corporelles, est-ce que vous avez toujours cette tension dans le haut du dos? Est-ce que cette tension dans les épaules ou pas? Est-ce que c'est mieux? Et comment vous sentez? Est-ce que vous vous sentez calme, en paix, paisible? L'échelle de 1 à 7. Et donc, pour illustrer cette pendiculation, hein, voilà, on voit bien que cette pendiculation, c'est tout à fait naturel. Hein. On a tous vu un chat, un chien s'étirer, bâiller. Vous voyez? Donc, la respiration des ailes d'oiseau, nous venons
Après, on peut plus s'arrêter. Nous l'avons pratiqué tout à l'heure, donc on peut faire dans différentes positions aussi, hein. Ça peut être main jointe, mais ça peut être aussi main sur les genoux. Mais donc l'essentiel, c'est d'inspirer, d'ouvrir, hein, les côtes, de se redresser et d'allonger l'expiration pour se libérer. On peut l'utiliser aussi pour ancrer donc des choses positives, hein. J'inspire et voilà, je vais aller de mieux en mieux. C'est un peu la méthode Coué, hein. Voilà, j'y crois. Ce que je dis souvent aux personnes, on a vraiment la possibilité de se rendre malade par des pensées négatives et ça marche très bien, hein. Quand on a des croyances voilà, négatives, ça fonctionne en général, mais ça marche tout autant quand on a des pensées positives en fait. Alors là, vous voyez, c'est le docteur Lionel Coudron avec sa compagne Corinne, qui est suisse. Donc là, on voit sur les photos, ils sont assis en tailleur, mais tout ça, on le fait assis sur une chaise, hein. Donc en position allongée sur le lit, il y a des choses simples, hein. Petit mouvement de bras, on inspire, on retient le souffle, on expire, on ramène les bras. Ça aussi, c'est un exercice très simple, mais qui n'est pas facile au départ. La synchronisation geste-souffle. Et ça permet au patient d'être complètement présent à ce qu'il fait, hein, concentré, et d'oublier un petit peu, de ne plus focaliser sur la douleur. Ça permet de gérer son souffle, donc ses émotions, ça agit sur tous les plans en fait. Donc ça permet de décrisper l'ensemble du corps, ça permet de lutter contre les tensions, ça amène de la fluidité dans le corps. Quand on est douloureux, généralement on est crispé, les muscles tendus, et du coup ça accentue la sensation de douleur. Donc il y a différentes petites postures, hein, à faire. Vous connaissez cet exercice? Non? Je connaissais pas non plus, j'ai demandé à Lionel la semaine dernière, vous avez dit que tu connais? Non plus? Parce que chaque fois il passe ça dans ses diapos et finalement... Mais il m'a dit que tout simplement, le fait de faire ça, ça ouvre la bouche, ça amène le sourire, la joie intérieure. Et si on le met dans ce sens-là, ça crée des tensions. Apparemment, c'est un exercice qui est connu. Non, mais il n'y a pas grand monde qui le connaît en fait. Donc, il y a un tas de petits mouvements, se redresser, enrouler son dos, creuser le dos, etc. Vraiment, se réhabituer ou s'habituer à être bien dans son corps, à sentir ce qui se passe dans son corps. Et toujours cette interrogation, quand vous faites ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable, etc. Et donc, il y a toute cette série de postures d'ouverture de la cage thoracique, de redressement du dos, qui redonne confiance en soi. Et simplement, le fait de s'entraîner, hein, même tout un chacun peut le faire, quand on marche ou, je veux dire, quand on est face à quelqu'un, le port est important, hein, et on sent plus sûr de soi, mieux quand on est redressé, mieux enraciné.
Et là encore, chaque fois qu'on fait cet exercice, on peut dire simplement, j'inspire et j'expire et je me dis, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en les autres, j'ai confiance en ma guérison, j'ai confiance dans le traitement qui m'est donné. On peut aussi agir sur les omoplates, les épaules tendues. Et là, donc, je vous parlais de cette flexion assis sur la chaise, on peut le faire debout également. Donc, ça renforce la sécurité de base. C'est très utile chez les anxieux et on peut l'associer à une cognition positive. Ouais, je sais pas. Donc, cognition positive, je suis en sécurité, par exemple. Je fais confiance en la vie. J'ai une bonne étoile. Voilà, donc cette fameuse flexion assis. Alors, j'ai remarqué que, parce que à la clinique Bleufontaine, je suis pas mal de patients en pneumo. Ça marche très très bien. Et je me suis rendu compte que les pneumos, eh bien justement, se sentent très bien dans cette position. Alors donc, je sais pas ce qui se passe. Hein. Donc, adapter la posture pour être bien. Simplement, proposer à la personne de modifier sa position jusqu'à ce qu'elle se sente bien. Parce que c'est l'objectif, hein, se sentir bien dans son corps le mieux possible, ne pas forcer. Là encore, c'est pas du sport du tout. Il n'y a aucune compétition ni envers soi ni envers les autres. L'objectif, c'est avant tout se sentir bien. Rechercher la sensation agréable. Donc voilà, toutes ces flexions avant hein, permettent de invite au lâcher prise. Je me sens protégée, rien ne peut m'arriver, etc. sont des cognitions positives. Et donc l'intérêt, c'est vraiment simplement être dans l'ici et maintenant, être dans son corps, être là, et prendre conscience que quand on n'est pas dans le passé, quand on n'est pas dans le futur, quand on est juste là, ça peut aller bien. Et prendre conscience que tout le temps le mental récupère hein, les choses, on part dans un tas de cogitation, de rumination sans cesse, et c'est en avoir conscience, parce que souvent, quand on part dans ses pensées, on n'en est pas conscient. Et une fois qu'on en est conscient, c'est savoir dire stop, stop. J'arrête, ces pensées-là, elles sont pas réelles. Alors, Shavasana, ben, ce sont des termes sanscrits, hein. C'est la position allongée sur le dos. Bon, généralement, évidemment, c'est une posture de confiance, de lâcher prise, hein, parce que déjà, se mettre sur le dos, on est un peu en ouverture, hein, on n'est pas recroquevillé. Donc, c'est déjà avoir confiance et être prêt à lâcher prise, à se détendre. Et là encore, ne pas hésiter à adapter. Donc, on peut utiliser du matériel, hein, mettre sous les cuisses, sous la nuque. Les pneumos ne se mettent pas à plat dos parce que c'est pas possible. Donc, évidemment, ils redressent sur la tête du lit comme ils le sentent, plus ou moins, pour être confortable. Alors, au tout début, je vous parlais des techniques respiratoires.
Donc, en sanskrit, ça s'appelle les pranayama, hein. Prana, ça veut dire énergie. Yama, c'est le contrôle du souffle, donc contrôle de l'énergie par le contrôle du souffle. Et donc, il existe une multitude de pranayama, de techniques respiratoires à proposer, à adapter en fonction. Bon, moi, déjà, la base, c'est apprendre peut-être, même la respiration abdominale, c'est la plus connue, mais il y a pas que celle-là, loin de là. Il y a aussi la respiration thoracique, hein, et même subclaviculaire, il y a plusieurs étages respiratoires. Et ce que je dis souvent, parce que la plupart du temps, les patients disent, ah oui, il faut respirer par le ventre. Je leur dis, bah, pas forcément, finalement. Tout dépend de la position dans laquelle on est. Hein, si on se met comme ça, là, effectivement, ça va être abdominal parce qu'on est bloqué du haut. Mais si on est comme ça, ben, on va aller trouver sa respiration là. Et là, ça va être une inspiration haute. Dans une torsion, c'est pareil, hein, on va plus respirer d'un côté que de l'autre, etc. Et ça permet de jouer comme ça euh, d'une respiration à une autre et de permettre aux patients d'être plus à l'aise, de ne pas se mettre de contraintes si on a souvent déjà beaucoup. Donc simplement sentir comment ça respire, dans quelle position je respire, comment ça va, comment ça se passe. Donc il y a la respiration carrée. La respiration carrée, c'est le même temps pour l'inspiration, le même temps pour la retenue du souffle à fin, le même temps pour l'expiration et le même temps pour la retenue du souffle à vide. La base, c'est 4-4-4-4. Généralement, les patients adhèrent assez bien à cette respiration. Donc voilà, au départ, c'est observer l'air à l'entrée des narines, l'air qui monte, l'air qui descend par les narines. Puis il y a aussi une visualisation, hein, l'air qui pénètre dans les poumons. Et également prendre conscience qu'il n'est pas utile de forcer sur la respiration. Hein, quand on fait du sport, c'est assez physique. Hein, on va les grandes respirations par la bouche, etc. C'est pas ça du tout. En fait, c'est une respiration beaucoup plus subtile, comme quand on respire un parfum. C'est en haut des narines, ça fait pas de bruit, c'est tout léger et ça permet une bonne oxygénation et ça en même temps, ça agit sur le système parasympathique. C'est ce qui va apaiser, calmer le mental. Donc voilà, il y a toutes les respirations abdominales, thoraciques. Alors le fait de contrôler, d'apprendre à contrôler son souffle, c'est rassurant, notamment pour les anxieux, ou là à nouveau les BPCO, etc. Euh, Prendre conscience qu'ils ont la capacité, quand ils sont essoufflés, par exemple, d'avoir une technique pour récupérer plus vite un rythme, enfin, leur rythme, mais un rythme normal pour eux, hein, c'est rassurant. Donc, ça leur permet d'être plus à l'aise et d'être plus serein, plutôt que de se laisser envahir par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et du coup, ça génère encore plus d'anxiété et c'est un peu un cercle vicieux. Et du coup, il aurait proposé une petite fiche d'exercice à faire 5-10 minutes par jour, tout seul. On les revoit en général la fois d'après et on réajuste, on observe si c'est bien intégré, etc. La plupart le font et disent que c'est très positif, qu'il y a un grand changement, qu'ils se sentent beaucoup mieux. Même chose pour les personnes qui dorment mal d'ailleurs, qui sont insomniaques. Ça marche très bien.
vous voyez, ce sont que des petites choses très simples, efficaces, et que les patients retiennent très bien. Et il y a toujours cette coordination, hein, geste, souffle, hein. Par exemple, on inspire, on fait 2 roulements d'épaule, on expire, on en fait 2 dans l'autre sens, etc. Agir sur les pensées. Donc la pensée, les images, le discours intérieur. Donc pour cela, il y a la méditation de décentration. Hein, on observe, on laisse venir, on prend la position du témoin, de l'observateur. Méditation de visualisation. Donc on choisit une image, un endroit, un lieu qui nous sécurise. Hein, on appelle ça aussi le lieu de refuge. Et donc, à partir du moment où la personne visualise ce lieu dans lequel elle se sent en confiance, en sécurité, un lieu connu ou imaginé, ça marche de la même façon, elle peut ressentir dans le corps ce qui se passe, hein, sentiment de confiance, de sécurité. Donc il y a les tensions qui lâchent. Et pendant ce temps-là, elle oublie carrément sa douleur, hein, en général. Elle est ailleurs. J'ai des retours hein, par rapport à ça. De patients qui disent, bah, tiens, j'ai subi un examen, quelque chose, j'ai fait les exercices, ça a bien marché, etc. Donc, c'est intéressant, c'est que les gens continuent après à pratiquer. Donc, on peut agir sur la pensée en se dissociant, prendre conscience que c'est une pensée, c'est pas la réalité. Et stop. Je prends conscience, je dis stop. Ça marche aussi, hein, se dire stop, et vous essayerez. Quand il y a une rumination, stop. Et donc, il est question également d'un sankalpa. Le sankalpa, c'est une phrase positive formulée au présent qu'on va choisir. Je suis calme, je suis en paix, etc. Un objectif qu'on se donne, qu'on se le prononce, c'est un peu comme un mantra en fait. Hein. Et voilà, qu'on se le prononce dans un moment où on est calme, réceptif. Ça amène tout simplement une pensée positive. Donc, on pratique en yoga thérapie aussi ce qu'on appelle le body scan, la rotation de la pensée à travers le corps. C'est une technique dont je vous parlais quand je me suis présentée tout à l'heure du Yoga Nidra euh, de l'Institut Satya Nanda. C'est une pratique très très efficace qui permet justement de libérer vraiment les tensions physiques et mentales tout en restant totalement conscient. Donc en fait, c'est cette pratique qui est issue des outils du yoga, pas que, mais en partie. Bah, c'est une pratique qui permet d'expérimenter, de s'expérimenter, d'expérimenter ce qu'on ressent en faisant des exercices, de mieux se connaître soi-même en fait, et de ne pas tout subir, être acteur de sa santé. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Hein.
ne pas se contenter de prendre les traitements qui sont certes indispensables, nécessaires, mais c'est un plus. Déjà aussi accepter parfois les traitements qu'on prend, c'est pas toujours le cas, donc on travaille sur l'acceptation de la maladie aussi, de ce qui nous arrive, de ce qui se passe. Et à partir du moment où on accepte, on a moyen de faire avec ce qu'on est là, ici et maintenant, et d'aller mieux, en fait. D'aller le mieux possible, en tout cas. Donc, il y a une pratique qui s'appelle Shambhavi Mudra. C'est une forme en fait. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de pratiques qui sont tirées des techniques de yoga, d'ailleurs. La sophrologie, l'hypnose, etc. Puisque le yoga est une pratique tellement ancienne que il y a énormément de pratiques actuelles qui s'inspirent des pratiques de yoga. Donc ces techniques oculaires permettent de retrouver la lucidité, la clarté mentale, en y associant la respiration. Donc voilà, stop aux pensées irrationnelles. J'ai une pensée, c'est une pensée qui n'est pas la réalité, c'est une rumination, une idée noire, anxieuse, irrationnelle. Je dis stop à cette pensée, je reprends le contrôle. Elle prend racine dans mon état émotionnel. Je prends conscience de mon état. Comment puis-je le qualifier? Je refais une petite échelle des sensations corporelles, et je modifie mon état par ces petits exercices que nous avons vus, respiratoires, ces petits étirements. Toutes les émotions sont ancrées dans le corps, en fait. Le fait de faire ces pratiques-là, axées sur le souffle, ça permet de désancrer. Donc, il peut y avoir aussi une action sur les dépressions, l'anxiété, problèmes de sommeil, les addictions. C'est dommage, d'ailleurs, à Bellefontaine, il y avait le service d'addicto qui a fermé il y a peu. Et ça marchait très très bien aussi avec les patients en addicto. Ils étaient très très réceptifs. Donc on pioche un petit peu dans le panel, dans la boîte à outils, voilà, que l'on a en fonction du patient. Généralement, on propose pas beaucoup de choses, c'est pas la peine. De toute façon, à ce qu'il soit capable de faire seul après. Et en ce sens, c'est pas du yoga justement, parce que le yoga, on a tendance à faire un tas de postures qui se succèdent. C'est pas ça du tout là. C'est vraiment ciblé en fait. La séance de yoga, elle va être valable pour un plus grand nombre. Voilà. Juste sortir de mon cours de yoga et je me sens bien. Mais c'est tout. Là, c'est vraiment un accompagnement par rapport à la pathologie. Voilà. Et l'attitude du yoga thérapeute, c'est bien entendu le respect, la bienveillance, le non-jugement.
Là, c'est comme en yoga, c'est la philosophie du yoga aussi. Alors, il y a un tas de petites fiches, hein. Donc, on pose l'objectif. C'est la sérénité, hein, en général. Avoir des pensées plus apaisées, des émotions apaisées, un corps plus fluide. Et puis, bah, quels sont les moyens? On mobilise les ressources de chacun, physiques et mentales. Puis bon, bah, il y a toujours un questionnement, hein, sur le sommeil, puisque le sommeil, c'est très important. La vitalité, est-ce que vous vous sentez en forme, fatigué, stressé, anxieux? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous êtes douloureux? Etc. Et quels sont les bénéfices recherchés? Eh bien, c'est le mieux vivre l'hospitalisation, la maladie et les traitements. C'est optimiser l'état dans lequel le patient se trouve. Et donc, voilà, comme je vous le disais, il est indispensable de travailler soi-même un petit peu chaque jour pour justement sentir une évolution positive. Mais ça, c'est un peu comme toute pratique, hein. Et donc, on peut aussi proposer un petit tableau aux patients. Bon, bah, tout dépend, hein, si on voit la personne régulièrement ou pas, hein, mais si on a l'occasion de la suivre plusieurs fois, bien, justement, on peut noter la date, la durée, puis l'état dans lequel, de jour en jour, la personne se trouve, hein, son état d'anxiété, son sommeil, ses douleurs, etc. C'est de par cette prise de conscience que justement les choses bougent. Et je pense que c'est ce lien aussi d'humain à humain, en fait. Alors, avant de parler aussi avec Madame Perret-Guillaume de cette formation, hein, au CHU, la yoga thérapie, je terminerai par une phrase en sanskrit qui se dit Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ça veut dire calmer les vagues du mental, c'est ralentir le flux des pensées, accéder à une perception plus fine de la réalité. Et ça se retrouve dans les textes de yoga, hein. C'est que nous sommes envahis par des vagues et du coup, nous ne sommes pas la plupart du temps à même de voir la réalité. Et le fait d'apaiser ce mental, d'avoir une eau plate, sans remous, ça permet justement d'avoir davantage de clarté intérieure. Voilà. Et puis donc, grâce à voilà, Monsieur Paille, enfin, je vais pas tous vous nommer, mais Madame Perret-Guillaume, etc. Nous avons mis en place, suite à des réunions sur une année, nous avons mis en place une formation, une initiation, hein, à la yoga thérapie en milieu hospitalier au CHRU de Nancy.
qui s'est avérée très, très positive, il me semble. Si je peux me permettre de vous laisser la parole. Donner quelques mots. Oui, c'est parfait. Oui, donc en fait, l'histoire elle a commencé en 22. En fait, on a croisé lors d'un congrès du GEPCOP la représentante de l'ambassade d'Inde en France. On nous a engagés à pousser les établissements publics de santé à appliquer au sein des établissements des techniques et des thérapies comme la yoga. Et effectivement, bon, on a pris le parti de développer cette formation d'initiation à la thérapie. Au départ, on devait la faire, moi je suis professeure de gériatrie, je suis responsable du pôle du ISP, donc qui est sur la gériatrie, les soins palliatifs sur le CHU. On devait déjà le faire au sein du pôle, et puis finalement, on nous a dit, on va le développer sur tout le CHU. Donc, le pôle a fait partie d'être à disposition des compétences pour créer cette initiation à yoga thérapie. Et on a eu quand même la première année 16 personnes, oui. Donc, c'est quand même demander que ce soit des soignants qui aient quand même une pratique de yoga. Quand même, au centre dans la pratique de yoga. Ouais. Cette année, il y en a 10. Il y en a 10 et qui ont un niveau de yoga qui est assez bon, en fait. Les retours sont très positifs. Les soignants sont emballés. L'idée, c'est pas qu'ils fassent de la yoga thérapie avec seulement une initiation, hein, on est d'accord. Et c'est de les inscrire dans une perspective de formation complète sur la yoga thérapie. Et pouvoir permettre d'appliquer auprès des patients qui accompagnent, c'est ce qu'on vient de vous montrer. Je pense que c'est vraiment pour nous vraiment une vraie plus-value dans un établissement où on va effectivement appliquer des thérapeutiques, des réflexions. Et c'est vraiment quelque chose de très très important. Moi, je prêche pour les personnes que j'accompagne, hein. Personnes âgées, personnes en soins palliatifs, mais pas que. Voilà. Donc, c'est tout. C'était juste vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Je pense que c'est un vrai engagement des soignants à pratiquer des soins différents. Je dirais vraiment, on va inscrire vraiment tout ce qui compose la personne dans la maladie et c'est pour moi vraiment pour ça d'ailleurs que j'ai accepté parce que c'était un vrai challenge, hein. Oui. Voilà. Oui. Il faut le dire. Oui. Et puis bien sûr, le professeur Pike, qui quand même connaît bien le pôle aussi, qui nous y a engagés, mais je me suis dit, voilà, il faut y aller. Je pense que je suis particulièrement partisane de tout ce fait thérapeutique complémentaire pour les personnes qu'on accompagne parce que c'est fondamental. Voilà. Et puis, en vous écoutant, je me suis dit, il y a plein d'applications certainement. Alors, pas simple, hein, qu'on pourra voir. On a parlé du côté de l'alcoolologie. Mais moi, je dirais les personnes âgées, on a beaucoup de problèmes de troubles cognitifs, de troubles comportementaux liés à ces troubles cognitifs. Or, cet après-midi, j'étais sur une téléconsultation pour une patiente et je me dis, pourquoi pas? Alors, il faudra certainement de l'adaptation, mais au lieu d'utiliser des traitements médicamenteux qui sont souvent pourvoyeurs d'effets secondaires, je pense qu'on peut arriver certainement par tous ces biais-là à canaliser des comportements complexes. C'est vrai que pour illustrer ça, je suis depuis 4 ans un patient que j'ai connu à Bellefontaine, un médecin en fait qui a déclaré un Alzheimer et qui maintenant est dans un EHPAD et qui a demandé à ce que je continue à lui faire une séance par semaine. Et je veux dire, je m'adapte constamment, hein, parce que malheureusement, ces dernières semaines, là, il y a un déclin énorme. Mais ce qui est formidable, c'est que comme on a commencé la pratique avant,
il a mémorisé les exercices et jusqu'à il y a 3 semaines, il avait la capacité de refaire les exercices sans problème en fait. Respiratoire, les étirements, etc. Et je trouve ça formidable en fait. C'est l'exemple de je pense, développer. Je pense que vraiment, on est vraiment dans une nouvelle pratique, je dirais. Vraiment, moi, c'est thérapie. Vraiment, c'est très utile. L'ensemble des patients qui sont. J'ai fini. Et puis n'oublions pas que le CHRU de Nancy est le seul hôpital à proposer une initiation, formation, les yoga thérapies dans toute la France. Voilà, bravo. Merci à Christine Perret-Guillaume de nous avoir accompagnés parce que, effectivement, sans elle, ça ne serait pas fait. Il y aurait toujours eu de la yoga thérapie en France, mais ce ne serait jamais pu être intégré comme ça dans une formation professionnelle, ce qui est absolument extraordinaire. Donc, double raison pour lesquelles je tenais absolument à ce qu'on organise cette conférence et cette diffusion d'informations. Juste un petit mot de deux mots. Alors, pour remercier chaleureusement Valérie Meyer, mais aussi Christine Perret-Guillaume, vous pour la qualité de votre exposé qui a été très carré, très clair, même si je ne me suis pas livré à cet exercice, mais je le fais avec la chatte. Merci. J'ai bien observé. Yogiste. Et puis, Christine Perret-Guillaume qui a accepté ce challenge d'intégrer ce type de thérapie complémentaire. Alors, ça a l'air de rien comme ça. Et nous sommes confrontés, notamment en France, à un courant assez puissant d'opposition à ces méthodes. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'autant en Allemagne, que je connais bien, ou en Suisse, les choses sont beaucoup plus ouvertes, mais aux États-Unis, en France, il y a un courant très réfractaire à ça, très agressif, considérant que ces méthodes ne sont pas suffisamment validées comme peuvent être les médicaments. Et donc, moi qui n'étais pas thérapeutique, je peux vous dire que tous les médicaments ne sont pas si bien validés que ça. Et qui sont des effets secondaires, ce qui est Christine Perret-Guillaume, l'intérêt qu'on voit à ces méthodes dites complémentaires. Alors, bien sûr, il y a de tout, il y a des dérives, il y a tout ce qu'on veut, il faut les encadrer, il faut prendre les gens, on est bien d'accord avec ça. Mais c'est vrai que la gériatrie est un bon exemple, parce que les médicaments ne sont pas toujours très efficaces et ils sont potentiellement dangereux. On sait que les benzodiazépines, par exemple, pour traiter des troubles anxieux du stress, génèrent des chutes, même des fractures du fémur, des troubles cognitifs, tout ce qu'on veut. Ça, c'est quand même à peu près aussi efficace, même si on n'a pas autant d'études qu'on souhaiterait. Mais en tout cas, il y a peu d'effets secondaires, pas dire pas d'effets secondaires. Donc, je crois que c'est vraiment une méthode, en effet, qui mérite d'être réfléchie, parce qu'on est dans une société occidentale autour d'un métier qui est très, très centré médicaments. Bien sûr, des grands développements de la médecine occidentale, il n'est pas question de la nier. Et aussi, si on va avoir une approche à la fois plus globale et peut-être pour certaines situations moins dangereuses, je crois vraiment que ces méthodes ont une place. Et donc, un des enjeux du GEPCOP, comme par exemple du CUMI, qui est un collège universitaire de médecine intégrative qu'on a créé, c'est aussi de trier le bon grain de livret, qui a fait l'objet d'études, et ce qui peut causer des dérives, qu'elles soient sanitaires, financières, économiques, et tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça, je vais leur dire deux mots, parce que je crois qu'on a aussi tous ensemble besoin de mettre chaque chose à sa place. L'idée n'est pas de dire tout ça c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire. Oui, il peut y avoir des dérapages. À l'inverse, dire tout ça n'existe pas, c'est des conneries. Et je crois que c'est pas non plus raisonnable une société qui a besoin d'une approche plus globale de la personne, et notamment de la personne malade. Voilà. Et vrai, en ce moment, on met l'accent beaucoup sur la nécessité de faire de la prévention. La yoga thérapie est dans le soin, évidemment, mais la pratique du yoga en général et la pratique de la yoga thérapie, dans certains cas particuliers, fait partie justement de la prévention qu'on appelle de nos voeux et qu'on ne met pas beaucoup en pratique. Alors, en termes de prévention, je vous propose une chose. On a vécu des événements techniques qui nous ont beaucoup frustrés
Alors, je ne voudrais pas que vous repartiez avec trop de frustration. S'il y a une ou deux questions que vous souhaitiez poser, on va pas se quitter sans les avoir posées, parce que sinon, c'est encore de la frustration. Et je passe. Alors, est-ce que quelqu'un se jette à l'eau pour poser la première question? Émilie, tu viens poser la première question. On est plein. Ah non, mais vous vouliez poser une question? Ah non, non, je croyais que vous aviez. Oui, C'est la question. voilà. Donc, madame Ferré, à ton pas, monsieur, je suis là, alors, je me suis un peu présentée les thèmes partis. Donc, je suis médecin, pédiatre, oui, et je suis responsable d'un pôle qui comprend des unités de gériatrie et aussi des soins palliatifs. Si on a besoin d'une visite, par le médecin généraliste, c'est pas ça. Vous voulez dire quoi comme visite de psychiatrie? Oui, vous pouvez passer par votre moyen. C'est le responsable. Voilà. Maintenant, on peut le retrouver. J'ai une professeur thérapeutique de médecine, chef de service au CHU. J'ai fait en gros trois disciplines. J'ai commencé par faire de la médecine interne, puis j'ai fait de la diétologie, et j'ai fait un petit passage aussi en gériatrie, en tant que chef de service de gériatrie, pendant une dizaine d'années. Donc, et par exemple, si je prends la diétologie et la gériatrie, c'est une discipline qui se ressemble finalement à les patients ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes, les âges ne sont pas les mêmes. Disciplines pour lesquelles les médicaments ne sont pas toujours très performants, et pour lesquelles la globale de beaucoup de dimensions qui sont altérées, comme celles qui ont été données, nécessite une prise en charge de toutes les dimensions, pour lesquelles en plus on n'a pas beaucoup de médicaments. Parce que les médicaments, ils traitent l'organe, ils traitent la pathologie, ils ne traitent pas forcément tout ce qui est autour. Le sommeil, on parle de la dépression, pour lesquels les médicaments ne sont pas forcément très performants, parfois dangereux. Donc, je crois que c'est une méthode complémentaire, bien sûr, c'est traditionnel et validé lorsqu'il y en a, et est à mon avis intéressant. Une autre question? Oui. Et savoir, en termes de besoins, est-ce qu'il y a besoin de thérapeute, est-ce qu'il y a de la demande dans les hôpitaux, dans les thérapeutes? Ah ben je pense qu'il y a de la place pour de nombreux yoga thérapeutes, mais comme c'est une profession récente, je pense que c'est aux yoga thérapeutes de frapper à la porte et de se présenter. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est un petit peu ce que tous font. On n'en est pas au point où on vient nous chercher pour nous demander, voilà. Parce que c'est peu connu, tout simplement. Et c'est aussi à ça que servent des conférences comme ce soir, pour le faire connaître. Voilà. Et pour rebondir là, moi j'ai essayé, je suis yoga thérapeute aussi. En fait, on m'a répondu que l'ARS ne connaissait pas ce métier. Donc, du coup, même s'il y avait des besoins, la clinique ne pouvait pas embaucher parce qu'il n'y avait pas de statut. Donc, déjà, on touche en tant que dentiste. Mais ça dépend des cliniques, la preuve, puisque. Oui. Et les retours que j'ai sur les que j'ai abordés, c'est un choix, je pense que. Enfin, c'est un choix de la clinique. Je parle pas des hôpitaux parce que là, je connais pas le fonctionnement, ça a l'air pas simple. Mais en ce qui concerne les cliniques, je pense que c'est un choix qu'elles font, en fait. Hein. Ah bon? Ouais. D'accord. J'ai eu un peu dans ce milieu-là, et en fait, au niveau de tous ces départements d'information médicale, il n'y a pas de possibilité de coder les actes. Non, c'est vrai, oui. Ouais, oui. Donc, en fait, c'est soit le projet d'établissement qui fait que, oui, ok, on met en place de la yoga-thérapie parce qu'on se sent budget, et à ce moment-là, on y va. C'est ça. Ou alors, c'est bon, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est arrivé avec un bien solide. Après, ils ont essayé de léger en disant, on peut t'embaucher en tant que dentiste, mais tu vas pratiquer la yoga-thérapie. Il faut pas vraiment avoir une
un paramédical. Je suis pas salariée, hein. Je suis mon statut, j'ai un statut de profession libérale. Comment? Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, c'est pas simple, là, dans les situations. Peut-être pour le moment, on n'a pas de. Voilà. Notre but, c'est de former les soignants, nos soignants, à pouvoir, à l'intérieur de l'hôpital, appliquer la yoga thérapie dans leur fonction. Quel type de soignants? Alors, quel type de soignants il y a des infirmières surtout. Qu'est-ce que vous avez en formation? Ah, en formation? Il y a, il y avait quelques médecins aussi, hein. L'idée, c'est vraiment de travailler en interne. C'est notre politique, c'est la politique qu'on a choisie. Mais c'est sûr que dès qu'on veut avoir des professionnels qui sont hors du temps de soins classiques, qui fait partie des éléments habituels d'un hôpital, on va avoir des difficultés. Hein. Moi, j'ai donc un exercice avec un secteur du soin palliatif. Bon, j'ai une musicothérapeute, mais elle est comme Valérie, notre intervenante, elle est auto-entrepreneur et elle n'a pas son nom propre. J'ai eu des votations ici de ça. Voilà. Des fois, on tire un peu sur les soignants éventuellement qui sont un peu en pénurie pour donner le temps. Mais c'est toujours des astuces. On n'a pas pour le moment, et c'est vrai que là, M. Paille peut-être prendra le relais, ça ne fait pas partie des éléments classiques de soins. Donc, mais automatiquement, on se retrouve avec des situations, on bricole un peu. Alors, il y a certains champs où on va avoir un peu plus de latitude. En gériatrie, on a une unité de soins de longue durée, hein. Il n'est pas dedans un petit peu plus, qui a un peu plus de pathologie de dépendance. Clairement, là, on a le temps d'éducateur. Je peux avoir du temps un peu particulier. Il y a certaines unités où on a des psychomotriciennes, par exemple, psychomotriciens de spécifiques. Mais la plupart du temps, on va rester sur des champs classiques. Infirmière, médecin, soignant, ça, je sais pas. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un vrai sujet qu'il faudra certainement travailler au niveau des établissements de soins pour faire rentrer ces thérapies comme de l'usage dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Alors les cliniques, c'est privé, donc ils ont un autre champ de c'est ça, voilà. Oui. Et nous, les publics, par contre, on est quand même tenu à des règles de fonctionnement, des budgets un petit peu gymnastiques. Alors c'est vrai que nous, la thérapie, on a pris parti, on forme nos soignants, on les accroche dans une initiation pour les motiver, voir que ça leur plaît, et puis à terme, alors je ne sais pas où vous en êtes, dire voilà, si ce soignant va s'engager à faire une formation à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Sur les acronymes. Mais l'idée aussi, c'est de faire l'initiation, c'est de se dire, déjà dans la vie quotidienne, avoir un autre champ d'action auprès des patients. Alors, c'est pas des yoga thérapeutes, mais c'est déjà changer sa pratique vis-à-vis de l'accompagnement des patients. Déjà, c'est déjà ça de gagner. Puis c'est simplement sur la santé des soignants, en bonne santé. Et c'est aussi, donc, comme on disait, c'est des soignants qui sont déjà convaincus parce qu'ils pratiquent déjà le yoga normal. Le fait d'avoir de la yoga thérapie, donc de l'application dans notre champ, c'est intéressant, mais cette formation fait du bien aussi aux soignants. Donc, c'est ça aussi, c'est un soignant qui va bien, c'est un soignant qui va bien soigner, tout simplement. C'est un ensemble aussi, en fait. C'est une réaction. C'est bien donné pourquoi je vais aller dedans. Les champs de propos me fait repenser à deux choses. Il y a une amie qui est médecin et qui est médecin coordinateur d'un EHPAD en Alsace, qui a pris l'option, elle est en poste depuis certainement au moins 15 ans, ça fait longtemps qu'elle y est, qui a pris l'option de faire former le personnel de l'EHPAD.
qui devient à ce moment-là l'initiateur, le praticien qui va appliquer, je dirais, les pratiques apprises. Et ça permet de ne faire intervenir personne de l'extérieur, ce qui, en termes de budget, permet de tourner rond. Ça, c'est une des solutions. On était l'année dernière au congrès des médecines chinoises dans les hôpitaux en France. Et donc, c'était à Merci, à Metz. Et manifestement, eux, ils ont trouvé, je dirais, une voie administrative de faire travailler dans l'hôpital des praticiens de médecine chinoise qui sont des auto-entrepreneurs. Mais il faut avoir un statut externe, quoi, je dirais. Mais je ne sais pas exactement. J'ai discuté avec l'administrateur pas suffisamment longtemps pour qu'il m'explique exactement quel processus ils avaient adopté, mais je sais qu'ils l'ont fait et que ça a tenu sur le temps. Peut-être qu'on pourrait renvoyer autre chose, parce qu'on parle de la yoga-thérapie dans les établissements, mais est-ce qu'il y a des pratiques de yoga-thérapie en ville, comme on dit, hein? Certainement, mais c'est moi. Mais oui, mais justement, c'est pour en parler. Oui, parce que moi je suis pas à même d'en parler, mais c'est vrai que est-ce que c'est viable? Je sais pas. Pareil, je suis de formation de yoga-thérapie, je suis professeur de yoga, et on ne peut pas, en tant que yoga-thérapeute, vivre de la yoga-thérapie. C'est pas assez connu, c'est pas assez alors reconnu. On sait que ça marche, avec toute l'expérience que j'ai depuis 5 ans que je pratique, mais est-ce qu'il y a assez d'études sur la yoga-thérapie, d'études sérieuses avec une population sérieuse? Je ne suis pas sûr, parce que c'est difficile de caler une étude avec toujours les mêmes gestes, pour les mêmes patients. Et donc, il n'y a pas énormément d'études. On sait que ça fonctionne, mais c'est pas les laboratoires qui vont financer quelques études que ce soit. Ça rapporte pas. Il y a énormément d'études sur la méditation, sur la mindfulness, mais sur la yoga-thérapie. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'en France, c'est pas encore assez reconnu et qu'on n'arrive pas encore à rentrer dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et c'est un petit peu dommage. Donc, on a des patients quand même qui viennent. Souvent, c'est des élèves qu'on a en cours et qui viennent. C'est vrai que ça. Il suffit de quelques séances. Alors, j'aime pas ce mot de coaching. Et en 3 séances, et ben, une personne qui est migraineuse depuis l'âge de 15 ans, qui a 26 ans et qui prend des cachets, et ben, elle peut arrêter de expérimenter et de s'en sortir grâce à des respirations. Donc, c'est juste incroyable de dire que c'est dommage que ce soit pas assez connu. Une autre chose que je voulais dire, c'est que il y a dans mes élèves une personne qui a passé une formation et qui est infirmière au bloc, et elle dit qu'elle l'utilise, mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est difficile au bloc de faire la scène. Elle utilise la respiration pour calmer les personnes qui sont anxieuses, et ça marche très très bien. Et donc voilà, en retour. C'est pour ça qu'on a mis dans la porte. Alors, c'est vrai qu'il faudra maintenant, bon, faut aller progressivement, hein. On va pas jusqu'à la deuxième promo, mais clairement, on fera du retour. L'idée, c'est de s'évaluer aussi. On a commencé la démarche, d'évaluer un peu, voir déjà rien que ça, ce que ça donne. Et après, dans la poursuite, c'est dire effectivement faire un peu la publicité aussi pour les autres établissements, peut-être aller dans des congrès, enfin, on est au début de l'année. C'est pour ça que, avant l'été, j'avais proposé de faire un travail de publication, pour faire connaître. Mais, François, tu veux peut-être revenir sur l'absence de publication de RCT? Parce que moi, tu m'as poussé dans le dos et je suis allé voir. Il y a des problèmes partout. Des publications, il y en a, notamment pour l'Olympiade. On a sorti un certain nombre pour appuyer un petit peu au niveau du CHU, parce qu'il faut aussi remercier quand même le directeur de la formation du CHU, qui a accepté de financer et de faire savoir, connaître cette méthode, ce qui n'était pas forcément gagné. Effectivement, on manque d'études,
selon les critères habituels, mais ça veut dire aussi que probablement il faut qu'on réfléchisse à des méthodologies qui ne sont pas forcément tout à fait adaptées par rapport à celles du médicament. Ça, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile. Deuxièmement, il faut de l'argent public, parce qu'il n'y a pas d'industriel qui a sous et qui peut étudier ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de sous, enfin, il y en a, mais pas suffisamment probablement pour développer cet aspect. Le troisième point, c'est que ça avance quand même, et nous on pousse beaucoup pour que ça avance justement dans les CHU. Parce que les CHU ont comme une image de recherche universitaire, de sérieux. Bon, là, c'est plus compliqué pour les directeurs de dire vous êtes tous des charlatans. Donc ça avance. À Bordeaux, ils ont créé comme ça une unité de médecine intégrative pour développer cela autour de la neurologie. Il y en a à Nantes, Nancy aussi un collège de thérapie psychocorporelle. Donc on voit que ça avance. Ça n'en fait pas beaucoup dire pour une raison très simple, c'est qu'immédiatement, il y a quelques ayatollahs antiques qui disent ah oui, mais alors là, le truc machin, c'est insupportable, c'est pas possible. Et les gardiens du temple, c'est très simple, c'est l'ami Vilude et c'est les autres qui défendent en fait la France d'il y a 50 ans, qui ne peuvent pas comprendre que la population, 60% des Français l'utilisent. On peut penser que les Français n'étant pas tous campeurs fondamentaux idiots, si autant l'utilisent, c'est vraiment qu'ils en trouvent des bénéfices. Sinon, ils ne le feraient pas. Et moi, je crois beaucoup que ça doit passer par les patients. C'est les patients qui demandent tout le temps. Enfin, c'est bien Christine, comme c'est nous qui parlons, on va écouter si on veut. Mais si c'est les patients qui demandent et qui demandent assez fort, eh ben, c'est plus compliqué d'aller contre en disant, ça sert à rien, il ne faut pas aller là-dedans. Je crois vraiment qu'il faut à la fois nous, on pousse un peu, mais aussi que les patients, nous, ça nous intéresse, ça nous fait du bien, c'est important. C'est aussi une autre approche de la médecine, très clairement. Et c'est peut-être ça qui pose le plus de problèmes par rapport au gardien du temple. C'est finalement une médecine qui soit centrée sur les personnes et pas sur les maladies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les maladies, mais on commence seulement à comprendre, notamment des maladies chroniques, qu'il n'y a pas que la maladie, et qu'il y a tous ces retentissements et toutes ces dimensions altérées et tout ça, pour lesquels on a peu de médicaments et pour lesquels d'autres méthodes sont sûrement intéressantes. Quand on a eu un échange sur les publications, on m'a un peu bousculé, donc je suis allé regarder, puisque je répétais qu'il n'y avait rien, comme tout le monde, qu'il n'y avait pas de publication d'évaluation contrôlée, randomisée en yoga thérapie. Et c'est pas vrai. Dans le monde, il y a un certain nombre de publications qui ont été publiées, on va dire plus sérieuses, hein, pas dans bien. Donc, manifestement, on répète qu'il n'y en a pas. Moi-même, je répétais bêtement, mais en fait, peut-être, parce qu'en réalité, il y a eu des choses, des travaux qui sont pas suffisants. Il n'y en a pas suffisamment, c'est tout. Et justement, il y a une publication sur les migraines, une étude sur les migraines, migraineux, qui manifestement a eu beaucoup d'améliorations dans l'étude de la thérapie. Donc, à force de répéter que non, oui, c'est du charlatanisme, oui, ça conduit à des risques dangereux, dit la Mivilude, etc., qu'il n'y a pas de publication, qu'il n'y a pas d'études sérieuses, ben on finit par le répéter, et puis finalement, un mensonge bien répété devient une vérité. Hein. Et alors, si en plus on embauche, nous, on en rajoute, on a le préfecteur, donc il faut effectivement s'accrocher au fait que des réalités concrètes, des valides, il y en a quelques-unes, elles ne sont pas suffisamment nombreuses, mais il y en a. Pas comme les Suisses, là. Les Suisses, c'est quand même les votations en Suisse qui ont permis de les faire rembourser, en plus. Non seulement de les faire rembourser. Là, je vous garantis qu'on n'en est pas là avec l'assurance. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se fasse mettre par la porte du domaine de l'année? Ouais. Avec un investissement personnel de la part des soignants du CHU. Déjà, ça m'a échappé complètement sur la gériatrie, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tous les soignants qui sont concernés. Donc, ça, je ne sais pas où vous avez gardé. Neurovasculaire, l'élévation. Je peux vous dire, c'est un peu pas évident. Voilà, donc c'est la net. Et on est en éducation thérapeutique. Je sais que j'ai des collègues qui le font, mais bon. Donc, en fait, il pourra vraiment leur envoyer le prix. En tout cas, sur une population, c'est déjà pas facile de faire des études médicamenteuses. Alors, mais quand même, on est à nous de travail qui se veut vraiment très intégratif. Donc, on est en train de monter à Gérontopo. L'intégration, c'est un gros mot.
Enfin, et donc, par exemple, le professeur Frédéric Blanc à Neurogéria a l'idée de faire des études mobiles de recherche pour le domicile, pour les EHPAD, et de travailler justement sur l'ensemble de ces thérapies. Ce ne soit pas simplement des thérapies médicamenteuses, mais bien aussi d'apprendre sur les thérapies. Notamment dans les troubles cognitifs, puisque je vous ai dit que c'était quand même un sujet important. Et donc, oui, on va, pour le coup, faire de la recherche-action et essayer de travailler pour démontrer les choses, parce que on a besoin de ça pour pouvoir faire éclore ces traitements. Et donc, voilà, mais on commence. On en part, mais c'est vrai que, quelque part, les personnes âgées, pour le coup, c'est souvent le délaissé des études, et même des études médicamenteuses. Hein. Donc, il y a un gros travail. Bien. Dans cela, si j'ai accepté de donner un peu de temps sur ce projet-là, c'est que j'y croyais. Donc, on va continuer. Voilà, on va se souhaiter à tous une bonne santé. Bonne travail, remercier nos deux conférencières, et puis peut-être une prochaine fois pour la publication.